Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo bilan, c'est plus un podcast, ça va être un petit peu plus long que les vidéos de d'habitude, mais on pense que ça sera intéressant et on espère que ça va vous plaire. Là on va passer plutôt sur la partie plus personnelle, sur les difficultés qu'on a rencontrées en tant qu'humain, sur notre motivation, comment elle fluctue, sur le fait de travailler à deux sur un chantier, et sur comment on a vécu le chantier nous personnellement. Le premier truc au niveau des difficultés, c'est tout le stress que ça génère d'être autoconstructeur. On se rend absolument pas compte, mais en fait, un autoconstructeur, quand il prend une décision, ça va impacter sa vie entière, parce que si il fait le mauvais choix, et ben c'est toute sa maison qui en pâtit, quoi. Donc ça apporte une espèce d'angoisse permanente de faire le mauvais choix. Ça c'est assez compliqué à gérer, et là on est content d'être deux à gérer ce truc-là. Je sais que moi personnellement je gère assez mal ce stress-là, et heureusement Kevin est là pour m'épauler, franchement. Et après, bon, c'est pas sur toutes les étapes ou toutes les décisions qui vont être hyper stressantes si on fait le mauvais choix, mais par exemple sur tout ce qui est les fondations, sur l'ancrage des murs, sur tout ce qui va être la résistance globale, on va dire, et si c'est mal fait, ça peut être vraiment la merde. Là-dessus, ouais, c'est assez stressant. Ouais, sur le gros œuvre en fait, parce que choisir un lambris ou un parquet, si on se trompe, c'est pas très grave. C'est surtout ce qui remet en cause, surtout la structure, sur l'étanchéité aussi, parce que sur des infiltrations d'eau, ça peut être très très cher à réparer. Et donc en fait, en permanence, on a le stress des étapes qui sont déjà passées à se dire est-ce qu'on a fait les bons choix, et on a aussi le stress des étapes qui sont à venir à se dire ok, faut que je fasse encore des choix, toujours des choix. Et ouais, ça peut être vraiment un truc, une grosse difficulté, surtout qu'on s'y attend pas forcément, parce que toutes les difficultés qu'on va vous dire, c'est des trucs que d'autres autoconstructeurs auront sûrement traversés, mais c'est des trucs qu'on dit pas forcément, parce que une autoconstruction c'est quand même un beau projet, et quand on se lance on voit le truc tout beau, tout rose et tout ça, et après il y a les difficultés qui arrivent et qu'il faut encaisser, qu'il faut gérer, et on n'a pas forcément l'occasion d'en parler, et on trouvait que c'était vraiment intéressant d'en discuter avec vous en vidéo. Le stress, c'est un gros facteur à prendre en compte, et c'est pas régulier, on n'est pas tout le temps stressé de la même façon. Des fois on va avoir des pics de stress quand nous par exemple quelqu'un nous laisse un commentaire en nous disant mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ça va pas marcher. Heureusement on en a pas souvent, mais ça fait un pic de stress, du coup ça perd aussi du temps, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis, et peut-être que cette personne dit une chose qui est censée, et donc il faut aller vérifier ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un impact important ou non, est-ce qu'on peut le réparer ou pas. Donc là ça va faire des pics de stress à ces moments-là. Et en fait on est tout le temps à se remettre en question, même sur les décisions qui sont déjà prises. Ouais, c'est ça qui est compliqué, même quand c'est fini, il faut un moment où on se dit non mais c'est bon, là on est sûr, ouais. Et voilà, après c'est des pics d'angoisse, on va se dire merde, il faudrait pas dû faire comme ça il y a 6 mois, et du coup ça nous bloque maintenant, et comment on va faire, et voilà. Donc c'est du stress qui est pas régulier, mais qui est intense, presque constamment là, mais à des intensités différentes, on va dire. Et en plus de ça, donc il y a la fatigue, donc déjà la fatigue physique, parce que ça fait des grosses journées, nous on travaille à côté, mais en plus pour les gens qui travaillent, qui ont un travail salarié à côté, c'est vraiment des grosses journées. C'est du travail physique. Nous en plus d'habitude on travaille sur les ordinateurs, donc ça nous change complètement de faire des grosses journées de chantier où on est dehors, l'hiver, dans le froid et tout ça, on n'a pas l'habitude, donc niveau moral déjà c'est pas forcément facile quand on a l'habitude de travailler au chaud toute la journée, et voilà, c'est des choses, quand on n'a pas l'habitude ça fatigue, et même si on a l'habitude ça fatigue. Et puis on porte quand même pas mal de charges lourdes, même ce qui est pas très très lourd, quand on déplace toute la journée des trucs qui sont moyennement lourds, quand même à la fin de la journée souvent on peut avoir mal au dos, on peut être fatigué, vraiment très très fatigué. Et en plus donc de toute cette fatigue physique, il y a toute la fatigue mentale, et autant la fatigue physique, je trouve qu'on peut si on se prend un jour de repos, on fait une grosse grasse mat, on s'en remet assez facilement, voilà, ça passe assez vite. Mais il y a aussi toute la fatigue mentale, donc qui est due au stress et à l'angoisse qui est un peu tout le temps là, au doute en fait, on est dans le doute perpétuel. Il faut toujours réfléchir donc aux étapes d'après, avoir un peu tout en tête, ce qu'il faut commander, à quel moment relancer telle personne, pour toutes les anticipations à faire à court terme, à long terme, réfléchir à toutes les problématiques qu'il faut résoudre, sur comment, quelle méthode de pause, tout ça on va choisir. Et au final, on se retrouve super fatigué mentalement et physiquement.
Du coup, on se dispute, parce que quand on est en couple, que les deux sont fatigués, on se dispute. Ça joue aussi sur le moral de se disputer. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc, il faut quand même avoir conscience de tout ça. Et on entend beaucoup de gens qui disent que une maison, c'est soit t'arrives à le faire et ton couple durera toute ta vie, soit ça casse et voilà. Et tu sais que t'étais pas fait pour être ensemble. Et c'est assez difficile à gérer cette partie-là en couple. Bon, nous après c'est un petit peu différent peut-être parce qu'on est tous les deux sur le chantier, donc peut-être qu'on se comprend mieux, mais ça reste quand même difficile d'autoconstruire. Ouais, et puis surtout que on a vite tendance à se disputer pour des questions qui nous semblent importantes ou des décisions à prendre, on n'est pas d'accord. Et du coup, si on prend plus de temps pour y réfléchir, pour se mettre d'accord, c'est une journée, 2 jours où la maison avance pas. Donc ça nous affecte moralement aussi. Donc du coup, on a plus tendance à se disputer, on s'énerve que l'autre prenne pas la même décision que nous et qu'on soit pas d'accord. Et comme on est tous les deux aussi impliqués dans la maison, on veut tous les deux être d'accord sur les choix qu'on fait et c'est normal. Donc voilà, c'est tout un stress mental, une fatigue et qui, je trouve, même si on part une semaine en vacances, on a fait plusieurs breaks et je pense que c'est plus long que ça pour arriver à redescendre et vraiment évacuer toute cette charge mentale par rapport au chantier. Et il y a un autre truc aussi, c'est que en fait, en tant qu'autoconstructeur, on n'a jamais de repos de l'esprit. Parce qu'on pense chantier le matin, on pense chantier le midi, on pense chantier le soir, la nuit, tout le temps. La journée, on est sur le chantier. Le soir, on réfléchit aux problèmes qu'on a eu sur le chantier la journée. Quand on est en week-end ou en famille, on nous demande comment va le chantier. Et là, on a juste envie de dire c'est bon, arrêtez de nous parler de chantier. Mais les gens ont envie de savoir, c'est normal. Et au final, notre cerveau est rempli de maisons en ossature bois, quoi. Et ça, donc, il y a un moment où ça fait péter un plomb. Il y a vraiment peu de moments où on oublie complètement la maison, quoi. Faut partir loin et pendant plusieurs jours et encore on a toujours en tâche de fond quand on va revenir il y aura ça à faire, est-ce que comment on va faire ceci, est-ce qu'on aura les bons matériaux, etc. Donc constamment on est dedans et donc même quand on est hors chantier nous on s'est rendu compte qu'il y a plein de journées où on ne travaille pas vraiment sur le chantier, mais c'est des journées où on va chercher du matériel, c'est des journées où on lit des bouquins, des choses comme ça pour se décider. Et en fait, il y a assez peu de journées où vraiment on est coupé du chantier. Il y a aussi un facteur, c'est que nous, on vit sur le chantier. Ça a l'avantage qu'on n'a pas les temps de trajet, donc on gagne un peu de temps. Mais du coup, notre lieu de vie, c'est le chantier aussi. Donc on n'est jamais coupé physiquement du chantier. Donc ça aussi, c'est peut-être un facteur qui fait qu'on est tout le temps dans le chantier. Ouais. Peut-être que vivre ailleurs, c'est pas forcément si négatif que ça. Si ça permet de faire un peu la part des choses et de découper, ok, là c'est le chantier, après quand je rentre chez moi, c'est plus le chantier. Vrai. Et puis nous, le fait qu'on soit tous les deux à travailler sur le chantier et qu'on fasse que ça, en fait, c'est pas qu'on a rien d'autre à se raconter, mais toutes nos journées tournent autour de ça, donc c'est vrai que si on a son conjoint qui travaille pas, il nous raconte son lieu de travail, c'est vrai que ça permet aussi de sortir un peu du chantier. Donc c'est vrai que nous on est vraiment dans notre petite bulle centrée sur le chantier et les seuls moments où on sort un peu de ça c'est quand on travaille pour nos clients, mais du coup c'est pas non plus reposant pour l'esprit. Bon, sinon les autres difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés en tant qu'autoconstructeur, c'est la gestion de la météo. On est devenus des pros en météorologie, on a des sites qui nous disent combien de millimètres de pluie il va pleuvoir en 3 heures à l'avance ou pas, machin, mais on peut pas changer le temps, donc c'est une difficulté qui est indéniable et qui a vraiment un impact sur le rythme du chantier, et ça faut réussir à le gérer parce qu'il y a vraiment des fois où on est méga motivé, on a envie d'avancer et tout, la fatigue physique est pas là, la motivation est méga là et tout, et il pleut et on peut rien faire. Et ça aussi du coup quand il pleut il faut s'organiser 2-3 jours à l'avance, on se dit tel jour il pleut, du coup on va travailler pour les clients, on va prendre un rendez-vous avec un client tel jour là parce que y a un temps de merde, on va aller chercher des matériaux, etc. Du coup le temps change, alors on peut pas forcément décaler les rendez-vous, donc mentalement aussi c'est plein de trucs à prévoir au jour le jour qu'on peut pas prévoir en amont ou 6 mois à l'avance, on peut pas savoir quel temps il va faire. Et ça amène une difficulté qui moi me touche beaucoup, c'est la culpabilité, parce que quand il fait beau et qu'on a prévu de se détendre par exemple,
exemple, et ben on va se sentir coupable de pas avancer sur le chantier parce qu'il fait beau et que si on était sur le chantier, on avancerait et qu'on pourrait très bien se détendre dans le lit au chaud quand il pleut. Et inversement, on se sent aussi coupable de pas profiter qu'il fait beau pour aller se promener et tout ça et d'être en train de bosser sur la maison. Donc il y a une espèce de culpabilité ambiante tout le temps, quoi. On n'a jamais l'impression de vraiment faire la bonne chose au bon moment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, c'est vrai que je me sens moins coupable, mais c'est vrai que toujours, même quand on part, quand on se prend 3 jours, qu'on va voir des amis ou des choses comme ça, on se dit quand même, quand on revient, tiens, si on n'était pas parti, ça serait déjà fini, en fait. Et voilà, à l'inverse, comme dit Salomé, si par contre, on se dit, tant pis, on va pas voir nos amis parce qu'on avance sur le chantier, on se dit, putain, c'est quand même con de pas avoir passé une journée avec nos potes ou notre famille et, pour avancer sur le chantier alors qu'on n'est pas au final à un jour près. En fait, il y a cette impression d'avoir envie de se couper en deux très souvent, c'est quoi, ça, ouais. Pour profiter de la vie, mais en même temps avancer sur la maison. Donc ça peut être un peu difficile à gérer. Et ça peut être bien aussi, peut-être de se prévoir du temps, de se dire, dès le départ du chantier, je sais que je prendrai un jour par semaine pour me détendre, quoi qu'il arrive. Après, suivant le jour, ça peut être calé par rapport à la météo ou quoi, mais... Nous, on n'a pas fait ça, on avance au jour le jour et on s'est jamais dit qu'on se prenait un minimum de vacances toutes les semaines. Parce que aussi, on pensait que ça durerait moins longtemps. Ouais. C'est vrai que sur un projet qui est long, sur 1 an et demi, 2 ans, ça peut être bien dès le début se dire ok, ça va être un marathon le truc, donc il faut pas sprinter comme un malade parce qu'on va pas finir, quoi. Ouais, et ça, au départ, on était un peu parti en mode on y va à fond et ça va finir plus vite, mais en fait non. Ouais, sur les 3 premiers mois, je crois que sur 30 jours, on travaillait 30 jours ou 29, donc on était vraiment tout le temps à travailler sur le chantier. Et après, la fatigue, la baisse de motivation, on a beaucoup moins travaillé. On s'est pris une grosse claque en hiver. Ouais, à cause du froid. Mais c'est vrai qu'on n'était pas... Enfin, c'était pas reposant parce qu'on se disait pas, on fait une journée, enfin, on fait rien pour une journée. Je trouve en tout cas que c'était des journées où on disait on peut pas avancer, tant pis, on fait autre chose, mais on disait pas à l'avance, ok, on prend une journée tranquille, on fait rien, on prend du temps pour nous, pour se reposer, pour faire un truc qu'on aime. On n'avait pas l'esprit tranquille. Voilà, du coup c'était pas reposant, alors que peut-être en se disant ok, les dimanches, c'est un dimanche et on fait rien toutes les semaines, on sait qu'on a un moment pour se détendre et on peut se détendre à fond. Peut-être. Après, ça dépend sûrement des gens aussi, et peut-être aussi des périodes. Mais en tout cas, c'est assez difficile de lâcher prise quand même du chantier, parce que c'est un projet qui est tellement important dans une vie d'autoconstructeur que ça reste l'endroit où on a envie d'être tout le temps, quoi. C'est ça. On a envie que ça avance, on a envie que ça soit pas le plus rapidement possible fini, mais un peu quand même. En profiter rapidement, en tout cas. Mais en même temps, on a envie de profiter tout le reste de la vie et de pas devenir cinglé à être tout le temps que sur le chantier. Après, en autre difficulté qu'il peut y avoir, c'est tous les problèmes non anticipables. C'est le truc, là, je me retrouve devant la tâche que je dois faire aujourd'hui, et puis en fait, il me manque un paquet de vis, donc je vais devoir aller le chercher, machin, ça me fait un aller-retour, ça me perd du temps. C'est ça, et ça, même si on était super bon, qu'on faisait aucune erreur de planification et parfait, je pense que c'est impossible d'arriver, même les pros, je pense, les artisans qui font tous les jours, pas la même chose, mais qui sont tous les jours dans leur métier, il y a forcément des choses qui sont pas anticipables, qu'on n'avait pas prévues, qui se passent mal, on sait pas pourquoi on fait 50 fois un truc, ça va bien, et la 51e fois, ça merde, et on sait pas pourquoi, et ça perd du temps. Donc ça, c'est assez dur parce que déjà, ça perd du temps, énormément de temps. Et parce que aussi on se dit que c'est bon, on en a pour une journée à finir, et en fait non, parce qu'il y a une merde et du coup ça prend 2 jours au lieu que ça soit fini dans la journée. Donc c'est dur pour le moral et ça encore ça explose le planning. Et du coup ça fait encore de la charge mentale en plus, à se poser des questions, du coup comment je résous ce problème là, est-ce que si je fais comme ça va marcher ou pas, etc. Une autre difficulté qu'on a vue, c'est au niveau de l'alimentation, parce que le soir quand on rentre du chantier, on n'est pas méga motivé à faire la cuisine, donc on va avoir tendance à soit sauter des repas, ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire, soit à manger un peu de la malbouffe ou des trucs tout préparés, même si on n'aime pas beaucoup ça et qu'on essaye quand même de faire des efforts sur se cuisiner des petits plats à l'avance et juste les réchauffer. Mais il y a forcément une semaine où on craque et on va manger super mal pendant une semaine. Et le problème de ça, c'est déjà ça coûte plus cher que de cuisiner soi-même, mais bon ça à la limite c'est pas très grave. C'est pas très bon goût non plus.
c'est moins bon aussi. Mais surtout, le gros problème, c'est que ça joue sur notre santé, et donc on va être plus fatigué physiquement, et donc on aura plus de mal à cuisiner le soir parce qu'on sera crevé, et ainsi de suite. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux qui est pas du tout bon à prendre, et où il faut essayer de se motiver à cuisiner et à manger sainement et comme il faut, et surtout ne pas sauter de repas. C'est vraiment le seul conseil important qu'on a à vous dire sur l'alimentation. Mais c'est vrai que c'est tentant quand on finit tard le soir à 21h, voilà, on se douche et on a juste envie de se coucher au lit et on n'a pas envie de cuisiner du tout. Il y a d'autres soucis aussi qui nous ont pas forcément impacté, mais qu'on a pu voir en lisant des témoignages, en discutant avec d'autres personnes, mais qui ne concernent pas personnellement, mais ça peut être intéressant d'en parler. Il peut y avoir pas mal de pression en plus de tout ce qu'on a déjà dit par rapport à l'emprunt. Si on a un emprunt avec des mensualités qui commencent à être remboursées, ça veut dire que il faut que la maison elle soit finie à une date précise. Donc ça aussi c'est un stress qui est en plus, et nous on a vraiment beaucoup de chance, je pense, de pas avoir ça. Nous on vit dans le camion, donc on pourrait rester 5-10 ans s'il fallait. J'espère pas quand même. Non, j'espère pas, c'est pas hyper confortable, mais voilà, on sait qu'on a un toit, on peut avoir une douche chaude, de l'eau chaude, on peut cuisiner, on a un bon lit, on a le courant. Donc on n'a pas à se plaindre, on peut rester 6 mois de plus que prévu, c'est pas un problème. Mais pour les gens qui ont un emprunt, qui doivent donc rembourser l'emprunt et le loyer, ils peuvent pas souvent faire les deux, donc il faut se dépêcher d'emménager dans la maison. Donc ça peut être un gros stress à gérer. Et il peut y avoir aussi un truc qui revient souvent, c'est que c'est la pression du conjoint. Dans beaucoup de cas, il y a une des deux personnes du couple qui construit la maison. Du coup, l'autre conjoint a soit un travail, soit s'occupe des enfants à la maison. Et il peut vraiment y avoir une différence de vision du chantier entre ces deux personnes, parce que d'un côté, celui qui travaille, il rentre, il se dit c'est bon, l'autre était à la maison toute la journée, moi je fais rien, et celle qui est pas sur le chantier peut se dire le chantier, j'ai pas l'impression que ça avance, ça fait 3 semaines qu'il y va tous les jours, et quand je vais voir, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de changé. Donc il peut vraiment y avoir une incompréhension entre les deux personnes du couple, parce que c'est pas du tout la même façon de vivre les choses. Celui qui est dans le chantier va avoir beaucoup de stress par rapport à tout ce qu'on a parlé, et ça va pas forcément être simple de le partager avec son conjoint, et le conjoint pourra pas forcément aider non plus, parce que si c'est des questions techniques à répondre, à moins de se plonger dans les livres et dans la réflexion, on peut pas aider. Donc voilà, on a vu que par rapport à ça, il pouvait y avoir beaucoup de problèmes, et nous on l'a pas du tout, parce que on vit les problèmes tous les deux ensemble, donc du coup on sait ce que l'un et l'autre ressent par rapport à ça. Et quand même, un gros avantage que nous on a, c'est qu'on a tous les deux une formation en gestion de projet. Alors même si vraiment je trouve que il y a plein de choses qui n'ont rien à voir, parce que nous c'est une gestion de projet plutôt axée informatique de notre formation, et par rapport au chantier il y a plein de choses différentes, mais il y a quand même plein de choses qui sont pareilles, et je pense qu'il y a plein de choses dont on se rend pas compte, qu'on utilise au quotidien parce qu'on a l'habitude de gérer des projets, et du coup on les applique inconsciemment dans notre vie de chantier, dans notre vie de tous les jours. Et je pense que ça c'est un gros plus pour nous pour arriver à gérer le chantier. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir cette formation de gestion de projet, il faut bien le prendre en compte, et pour moi c'est aussi important d'étudier les matériaux, les techniques de construction que la gestion de projet, pour vraiment pas se retrouver en galère, parce que on s'est un peu planté dans la logistique et tout ça. Après, faire des petites erreurs, même avec des gestions de projet, on en fait plein, mais pas faire de grosses erreurs qui nous plantent pendant 4 mois parce qu'on doit attendre un truc qui doit sécher par exemple, ou des choses comme ça. Toutes les difficultés qu'on a vues, elles vont avoir un impact important sur la motivation, et du coup on avait envie de vous parler plus en détail de ce que nous on a ressenti au niveau de notre motivation, comment on a géré les périodes de démotivation, qu'est-ce qui nous redonne de la motivation et qu'est-ce qui nous en fait perdre, parce qu'on trouvait que c'est un sujet qui est assez peu abordé sur les témoignages d'autoconstruction, et que c'est vraiment un point important, et que c'est intéressant d'avoir cette notion-là en tête avant de commencer le chantier. Donc déjà, comme pour tous les projets, la motivation elle va être fluctuante. Il y a des moments où on va être super motivé, puis après ça va redescendre, et puis ça va revenir, ça va redescendre. Ça va être lié à plusieurs facteurs. Déjà, la météo, elle va avoir un impact important sur la motivation, parce que quand il fait froid ou quand il pleut, on n'a pas envie de sortir pour aller bosser dehors, et on va pas être motivé du tout à avancer sur le chantier. Et le soir, on a envie d'entrer très vite au chaud quand on est toute la journée dehors. Après, il y a des étapes qui sont beaucoup plus motivantes que d'autres. Certaines étapes
étapes qui se voient pas quand la maison sera finie, donc on n'a pas envie de passer du temps sur ça, mais il faut le faire quand même. Il y a certaines étapes qui sont très très répétitives, et du coup ça va nous baisser notre motivation parce que c'est chiant quoi, et on n'a pas envie de travailler sur ça, et ça avance pas, on a l'impression de stagner et tout ça. Donc il y a vraiment des périodes où on va être très très motivé par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le chantier. Et nous, c'est vrai qu'on a remarqué que les baisses de motivation, au contraire les pics de motivation, ça arrive souvent quand on change d'étape ou quand on est à la fin d'une étape. On a de la lassitude au bout d'un moment quand on est sur une étape qui est répétitive, qui est toujours la même. Et par contre, quand on débute une nouvelle étape, on sait que ça veut dire que l'autre est fini déjà, donc ça c'est motivant d'en avoir fini un morceau. Et en plus on sait que ça avance parce que ça y est, c'est un nouveau truc et c'est hyper motivant. Et par exemple le bardage, on était vraiment hyper motivé. Moi c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus motivant de commencer le bardage, parce qu'on a enlevé les bâches qui étaient moches et on attendait le bardage depuis des mois et des mois. Et donc on a enlevé les bâches moches, on a commencé à mettre le joli bardage, donc ça a transformé la maison. Et par contre ça a duré assez longtemps, et à la fin donc c'était en plus tout ce qui était en hauteur, donc c'était très très long, très pénible, il était très chaud, et là on avait hâte de finir. Donc sur la même étape on a vraiment des variations de motivation importantes entre le début et la fin pour nous. Après ça dépend sûrement des personnes, qu'est-ce qui les motive ou pas personnellement, mais nous en tout cas c'est les changements d'étape qui nous motivent ou pas. Après il y a notre vie personnelle aussi, ou notre vie au boulot qui va impacter vachement notre motivation à aller sur le chantier, parce que si on a des problèmes au travail, on va peut-être avoir moins la tête à aller bosser sur le chantier, etc. Puis vu que c'est des journées qui sont quand même assez imposantes physiquement et moralement, il y a des moments où juste on n'en peut plus et on n'a pas envie d'aller bosser, même si c'est sur notre maison et qu'on sait pourquoi on le fait. Ça peut être vachement affecté par toute sa vie personnelle ou professionnelle en dehors du chantier, et ça peut vraiment se ressentir sur la construction de la maison. Et du coup ça aussi c'est un truc qu'on peut pas du tout planifier dans l'estimation des temps. On peut pas estimer les problèmes familiaux qu'on peut avoir ou des choses comme ça qui vont avoir un impact sur la motivation et donc sur le temps pour réaliser les choses. Donc c'est important d'avoir des choses qui vous remotivent et de réussir à trouver des leviers pour faire augmenter votre motivation, parce que si en tant qu'autoconstructeur vous êtes pas motivé, le chantier il va pas avancer et personne d'autre viendra construire votre maison à votre place. Donc c'est vraiment la clé d'une autoconstruction, d'avoir de la motivation. Donc la première chose que nous on a trouvé vraiment bien, c'est de lister toutes les choses qu'on fait. Donc en fait on a notre petit agenda là, et dedans tous les jours on note ce qu'on a fait sur le chantier, et du coup ça nous permet de revenir voir ça quand on a des périodes un peu de creux, et on se dit ouais mais en fait on a vachement avancé, il y a un mois il y avait pas ça de fait et on a fait tout ça machin. Et ce qui peut être bien aussi, c'est de prendre des photos régulièrement de l'avancée du chantier, et quand vous avez une grosse baisse de motivation, on regarde la photo d'il y a un an et là on se dit ouais en fait c'était qu'un pré et maintenant il y a une maison parce que on a bossé comme des dingues, parce que on travaille, on est là et tout, et ça remotive vraiment beaucoup. Et c'est vrai que souvent ce qui est démotivant, c'est quand on travaille pendant une semaine, donc on fait des grosses journées, on est fatigué physiquement, moralement, et pourtant on a l'impression que le chantier a quasiment pas avancé. Et là c'est super dur de se dire putain ça fait une semaine qu'on se défonce, qu'on est crevé et on n'a pas l'impression que ça avance. Et en fait juste en regardant ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit qu'on a fait et les photos qu'on a fait, et se dire non en fait ça va, en une semaine on a quand même fait pas mal de choses, il n'y avait pas tout ça il y a une semaine, ça redonne un coup de motivation et ça évite un peu de déprimer. Et il y a une chose aussi qui est due au fait que c'est des projets qui sont assez longs, c'est qu'on perd un peu l'objectif de vue, on a l'impression de stagner, qu'on n'avance pas vers la fin des travaux, vers l'emménagement, on se dit qu'on va jamais y arriver à atteindre l'objectif. Mais en regardant de où on est parti et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça nous permet aussi vachement de relativiser et de se dire ah ouais en fait on travaille et ça avance, et il y a un an il y avait vraiment rien, et enfin tout ça, tout ce travail il me permet d'arriver jusqu'à l'aménagement et habiter dans la maison. Donc c'est bien aussi de revenir parfois un peu en arrière pour se rendre compte de tout ce qu'on a déjà effectué en fait, du chemin parcouru. Sinon aussi il y a des étapes qui sont un peu magiques et qui vont redonner un gros coup de boost à la motivation. C'est par exemple la levée des murs. Moi je sais que ça m'a fait vraiment quelque chose de voir la maison qui prend forme quoi. Vraiment elle était là en place et tout avec les murs, et ça c'est des étapes comme ça qui sont magiques et qui nous permettent de se remotiver à fond pour continuer le chantier. Après il y a des étapes qui sont un peu moins magiques où on avait prévu de faire un truc tout bête pendant une journée et puis en fait il y a un truc qui se passe mal et on n'arrive pas à avancer du tout
tout et tout. On arrive le soir, on se dit purée, on a bossé toute la journée, il y a rien qu'à avancer et ça va pas. Et au final, bon, le lendemain, on arrive à rattraper ça et puis ça revient. Donc il faut essayer de pas trop le prendre à cœur et pas trop se dire c'est bon, je suis sûr à 100% que ce soir c'est fini ou que tel jour ça sera fini, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Et que ça peut être très dur au moral, que ça se passe mal. Il faut plutôt essayer d'avoir une approche de se dire de toute façon j'ai bossé 5 heures, 7 heures sur la maison aujourd'hui, donc de toute façon ça a avancé, c'est pas 7 heures de perdu, même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien avancé. De toute façon ces 7 heures de travail, il aurait fallu les faire à un moment ou à un autre, donc c'est sûr que des fois pour 7 heures de travail, ça change complètement la façade d'une maison ou un truc comme ça et c'est très motivant. Des fois ça change quasiment rien, mais même 7 heures sont aussi nécessaires dans les deux cas. Pour conserver de la motivation, on trouve que c'est super important de partager son projet avec les autres. Bon, nous on le partage un peu à l'extrême sur tous les réseaux sociaux, mais ça nous permet vraiment d'avoir des retours en fait sur ce qu'on fait et de pas rester dans notre bulle enfermée et de pouvoir prendre du recul sur ce que les gens commentent par rapport à nos photos ou à nos vidéos et de se dire en fait les gens ils trouvent qu'on bosse bien, ils trouvent qu'on avance bien, etc., que c'est joli ce qu'on fait et tout ça, et ça c'est vraiment très motivant et ça permet aussi de rester motivé sur un peu du long terme, parce que vu qu'on sait qu'on va vous montrer ce qu'on fait, on a envie d'être fier et de faire les choses bien pour être fier de vous le montrer. Donc ça nous pousse à être performant même les moments où on est moins motivé et qu'on aurait un peu envie de faire pas à l'arrache mais un peu moins bien que d'habitude, on va dire. Tous ces retours-là, c'est très positif pour nous et on sait que c'est pas forcément à la portée de tout le monde de documenter à ce point-là son autoconstruction, mais il y a des forums où on peut faire des récits d'autoconstruction, notamment Forum Construire, et ça peut être bien de faire ça, de pouvoir aussi y retourner de temps en temps pour voir l'avancée de son propre chantier, parce que en fait, quand on est la tête dans le guidon, on se rend même plus compte de ce qu'on a fait avant en fait. Et c'est vrai que avoir par exemple sur un forum, pouvoir se dire tiens il y a un mois j'en étais là, ça c'est motivant aussi. Et je pense que maintenant avec les nouveaux outils, il y a moyen de partager assez facilement des choses sans que ça prenne beaucoup de temps. Nous c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire les montages vidéo, à mettre du texte sous les photos, machin, essayer de faire des jolies photos, mais même si on partage juste les photos sans chercher à que ça soit joli, sur Facebook ou sur Instagram c'est relativement rapide, et donc ça permet déjà d'avoir un espèce de suivi de ce qui s'est passé, du coup d'aller se dire waouh ça a vachement bien avancé quand même, de garder pour soi une trace pour plus tard, c'est quand même chouette. Et aussi ça permet, s'il y a vos amis, votre famille qui vous suivent ou même des inconnus comme nous, d'avoir des messages d'encouragement, de soutien, des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas, qui vous disent c'est vachement bien ce que tu as fait, c'est cool, c'est super beau, c'est du beau travail. C'est vraiment motivant et c'est chouette de l'avoir, et je pense que sans y passer autant de temps que nous on le fait, ça peut être facilement fait et ça peut vraiment valoir le coup. Et pour tous ceux qui vont tomber sur votre page Facebook, votre Instagram ou votre récit de construction, c'est chouette aussi, on trouve, de se dire que ce qu'on partage ça va aussi aider d'autres personnes plus tard à trouver de l'inspiration, à trouver des idées, à pas refaire des erreurs. Et sur les forums aussi, ça c'est super intéressant, vous allez pouvoir avoir des conseils de pros qui vous disent ouais ça c'est super ce que t'as fait, moi j'ai fait comme ça, y a pas de souci, ou au contraire attention t'as fait comme ça mais tu devrais peut-être vérifier que t'auras pas de problème par rapport à ça. Et ça permet de soulager aussi, de se rassurer au niveau du stress et tout ça, ça peut être bien. Et au niveau du retour des gens, il y a aussi quand des gens viennent nous voir sur le chantier et qui sont pas venus depuis un mois et qui nous disent en fait vous avez vachement avancé sur ça, ou c'était pas comme ça quand j'étais venu la dernière fois. Et là en fait ça tilte dans notre tête et on se dit en fait on a avancé. Et c'est des moments comme ça où c'est important de s'ouvrir aux autres aussi et d'avoir leur recul par rapport à notre projet, et qui fait que la motivation revient aussi grâce à ça. Pour un autoconstructeur, la motivation c'est le premier moteur, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est vraiment important de savoir la gérer, parce que si vous vous levez pas le matin, l'autoconstruction elle avancera pas quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça, nous, c'est pas une difficulté qu'on a beaucoup, parce qu'on travaille depuis 4-5 ans en indépendant. Donc, de toute façon, on n'a pas de patron, donc on a appris à se gérer, à profiter de cette liberté. C'est-à-dire, si un matin on est crevé, on dort, tant pis. Si une après on a envie d'aller faire un truc, ça nous fait du bien d'aller se promener ou d'aller faire une activité de loisir et de se déconnecter, on peut le faire aussi. Mais en même temps, il faut aussi savoir se mettre un coup de pied au cul et dire ce matin j'ai pas envie de me lever, il fait moche dehors, il pleut, on va être sous la pluie aujourd'hui, ça va être chiant, et se dire tant pis, il faut que ça avance et on y va.
Et bah nous, je pense qu'on n'a pas eu trop de problèmes, on a quand même assez bien réussi à se discipliner et à continuer le chantier, même dans les moments où on n'était pas motivé. Mais c'est vrai que si on a l'habitude d'avoir un travail salarié où de toute façon il faut arriver à 8h le matin parce que sinon on se fait défoncer par le patron et que le patron nous dit de toute façon ce qu'il y a à faire si jamais on fait pas les choses comme il faut, bah c'est quand même vraiment super différent de se retrouver un peu livré à soi-même. Nous en plus on a la chance d'être deux, mais c'est vrai que si on est tout seul ça peut être vraiment assez difficile à gérer, de se retrouver tout seul et devoir se gérer tout seul pour un projet aussi grand qu'une construction qui dure 1 an, 2 ans, voire plus. Et du coup, c'est vrai que le fait d'être deux sur le chantier, ça nous permet aussi d'avoir des creux de motivation à des moments différents l'un de l'autre. Si moi, un matin où je suis pas motivée, bah Kevin va réussir à me motiver pour aller quand même au chantier, et inversement. Et ça, c'est un des avantages d'être deux, mais on va voir qu'il y en a quand même plusieurs. On avait vraiment envie de vous en parler du fait d'être deux à être sur le chantier, parce que souvent le schéma classique c'est qu'il y en a un qui fait l'autoconstruction et l'autre qui gère le travail et la vie perso pour pouvoir manger le soir et avoir assez d'argent pour payer les factures. Et nous c'est vrai qu'on est tous les deux sur le chantier, ça amène pas mal d'avantages, il y a aussi quelques petits inconvénients et donc du coup on voulait détailler un peu cette partie-là. Déjà le gros avantage c'est qu'on est deux cerveaux pour résoudre les problèmes, donc déjà on part gagnant parce qu'on est deux contre un et on peut discuter techniquement des choses et s'entraider à y voir plus clair sur certains points. Ouais, ça, souvent ça avance de discuter à deux, ça avance plus que si on est tout seul à rester sur une partie du problème, à être bloqué. L'autre peut dire ouais mais non on peut faire comme ça, du coup ça amène un autre problème. Et ça permet vraiment d'avancer sur le problème, d'être deux et d'en discuter. Et ça permet aussi de faire des recherches plus rapidement parce qu'on a 2 fois plus de temps à consacrer à la recherche de solutions. Donc vraiment pour se débloquer, se sortir de situations un peu délicates, c'est vraiment bien d'être deux à comprendre toutes les problématiques et tous les enjeux du chantier. Et c'est vrai que d'être deux aussi ça permet de comprendre certains trucs techniques. Des fois par exemple les DTU c'est assez technique et pas très clair, surtout quand on n'est pas du métier. Et d'être deux à lire et à comprendre, au moins on peut se dire est-ce qu'on a compris la même chose, c'est bon, ou est-ce qu'on comprend pas la même chose et que c'est pas clair du tout. Par contre, il y a un inconvénient à ça, c'est que vu qu'on est tous les deux autant impliqués l'un que l'autre sur le chantier, bah il y a pas de chef entre nous deux, et donc parfois on passe des heures et des heures à parler d'un truc parce qu'on n'est pas d'accord sur la solution à mettre en place, et bah qu'il faut réussir à mettre un peu de diplomatie pour accepter la solution de l'autre aux dépens de la sienne, parce que forcément on pense tous les deux que notre solution c'est la meilleure quoi. C'est ça, quand ça fait plusieurs jours qu'on dit non il faut faire comme ça, à mon avis c'est la meilleure solution, quand on se rend compte qu'en fait c'est peut-être l'autre qui a la meilleure solution, c'est un peu dur pour l'ego de se dire bon ok finalement l'autre avait raison, je me trompe depuis le début, c'est mieux de faire sa solution. Donc bah c'est pas forcément facile. Ça nous fait perdre pas mal de temps, mais on a réussi à mettre en place une règle qui nous permet de gagner du temps sur les disputes liées aux problématiques qu'on a à résoudre. En fait on va choisir toujours la solution qui est la plus sécure pour la suite du chantier. Donc par exemple si on a un qui dit bah non moi je pense que faudrait qu'on passe plus de temps sur cette partie là parce que il faut mettre plus de vis pour moi, et ben on va dire ok on prend cette solution là parce que c'est ce qui est le plus sécure. Voilà, même si l'autre considère que c'est pas utile, que c'est une perte de temps, bah tant pis. La priorité c'est pas d'aller le plus vite possible, pour nous c'est que la maison elle soit solide, elle tienne dans le temps. Donc si on a un doute, si on a un qui est pas d'accord, on fait la solution qui est la plus qui nous semble en tout cas la plus solide et la plus sûre niveau sécurité pour la maison et pérennité de la maison. Bon, on fait pas non plus ça 100% du temps parce que des fois c'est pas forcément une question de sécurité, des fois les deux solutions ça apporte de la sécurité d'un côté mais ça peut être plus compliqué pour les autres étapes du chantier, donc bah là il faut arriver à trouver le bon compromis. Et aussi des fois c'est sur des choses qui nous coûteraient cher, donc il faut qu'on soit sûr de mettre ces solutions et qu'elles servent à quelque chose et que c'est pas pour rien qu'on le fait. Mais globalement ça nous permet d'avoir cette petite règle, d'éviter plein de petites discussions interminables sur des détails qui de toute façon souvent ont quasiment aucun impact sur le résultat final de la maison. Voilà, c'est juste pour être tranquille, les 3 jours on y pense et puis après de toute façon ça changera rien, donc on fait ce qui est le plus sécurisé et puis on passe à autre chose. Bon, après on passe pas non plus notre temps à se disputer quand on est deux sur un chantier, il y a quand même d'autres avantages. Déjà on peut se répartir les tâches par affinité. Par exemple moi j'adore visser, donc je fais tous les trucs chiants où il faut visser plein de vis, et puis Kevin il va plutôt s'occuper des trucs à meuler parce que moi j'aime pas trop ça. Donc ça peut vraiment permettre de parfois éviter de faire des trucs un peu plus chiants, et s'il y a un truc chiant à faire, et ben on peut se le couper en deux et du coup on en fera
un peu moins, quoi. Donc ça peut vraiment être un avantage. Il y a aussi le fait que sur les tâches répétitives, vu qu'on est 2, on peut gagner du temps. Par exemple, sur toutes les vis de l'OSB, on a pris chacun une visseuse et on a passé la journée à visser des vis et c'était fini. Alors que si on avait été seul, ça nous aurait pris 2 jours, par exemple. Mais il faut pas se dire que 2 femmes font un bébé en 4 mois et demi, ça existe pas. Donc quand on est 2 sur un chantier, le chantier va pas tout le temps 2 fois plus vite, c'est pas possible. Et c'est vrai que parfois, pour être vraiment efficace à 100% à 2, ça demande aussi un peu d'organisation. On le prend pas tout le temps, mais par exemple, il y en a un qui découpe, l'autre qui met en place. Mais c'est pas toujours possible de réfléchir ou d'être vraiment 100% optimisé. Il y en a un qui doit parfois attendre que l'autre ait fini parce qu'il y a une tâche qui va plus vite. Donc on le fait quand on a l'impression qu'on peut gagner du temps assez facilement. Par exemple le bardage, moi je clouais pendant que Salomé préparait toutes les découpes, les mesures, etc., traçait dessus. Et c'était vraiment hyper optimisé parce que moi j'attendais jamais pour les lames de bardage, j'étais toujours prête la suivante à poser et Salomé elle avait toujours un truc à couper. Donc là c'était vraiment rentabilisé, on allait quasiment 2 fois plus vite. Voire un peu plus, c'est ça aussi qui est intéressant. Par exemple, pour la pose du bardage, vu que Salomé me passait les trucs depuis le bas, j'avais pas à redescendre. Donc si j'avais été tout seul, par exemple, j'aurais dû poser les lames et les couper, donc ça m'aurait déjà pris 2 fois plus de temps, et en plus j'aurais dû faire beaucoup plus d'aller-retour pour monter et descendre. Ça m'aurait par exemple pris presque 3 fois plus de temps. Donc autant des fois on va gagner énormément de temps d'être 2, et autant des fois quasiment pas, voire on va en perdre parce que on met plus de temps à discuter, à mettre d'accord, etc. Et après, le dernier avantage d'être 2, c'est le truc classique, c'est qu'on peut porter plus de charge que si on est tout seul. C'est beaucoup plus pratique pour certains trucs. Par exemple, quand il y a une chose à fixer, et il y en a un qui tient et l'autre qui visse, au lieu d'aller chercher des serre-joints, galérer à y mettre en place, à caler, machin. Ça gagne beaucoup de temps. Et donc au final, on peut faire une maison à 2 quasiment à 99%. Après ça va aussi dépendre des techniques de construction qu'on utilise, mais ça aussi on peut le prévoir en amont dans les choix du projet. Ça peut être un truc qui rentre en compte. Nous ça l'a été. Par exemple pour le toit, on voulait pas qu'on ait besoin d'un engin de levage pour monter nos trossatures de toit. On voulait pas non plus devoir appeler 15 personnes, donc on s'était dit dès le départ, on va essayer de faire une structure pour notre toit qu'on puisse mettre en place tous les 2, donc des morceaux de bois qui sont pas trop lourds. Et ces questions là elles rentrent aussi en compte dans la planification, dans le sens où soit on choisit d'avoir des techniques de construction qu'on peut faire seul ou à 2 ou à 3 suivant combien on est sur le chantier la plupart du temps. Mais si jamais y a des étapes où on se dit moi je préfère faire comme ça, mais du coup il faudra plein de bras pour faire cette étape là, et il faut le prévoir dans le planning, d'organiser pour qu'il y ait des gens de la famille, des copains qui viennent aider, voire qu'on paye des gens pour venir donner un coup de main, mais il faut le prendre en compte aussi bien pour l'organisation que pour le budget du coup. Et faire attention aussi, par exemple si pendant tout un week-end on a 10 potes qui viennent nous aider, c'est super, on va avancer vite, mais par contre il faut aussi prévoir où est-ce qu'ils vont dormir, prévoir les repas, etc. Donc il faut prendre tout ça en compte. Bon voilà, on a fait le tour du sujet sur la motivation et l'organisation autour d'un chantier d'autoconstruction. En tout cas on a fait le tour de ce qu'on avait envie de vous dire, et qu'on a pensé à vous dire. Il y a sûrement plein d'autres choses qu'on n'a pas pensé, et aussi il y a le fait que pour l'instant on a fait que le gros œuvre, donc sur le second œuvre on pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être en commun par rapport à la motivation et tout ça, mais on sait qu'il y a des choses qui vont changer aussi. Par exemple la météo, on va quasiment plus être impacté par la météo, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a peut-être des mauvaises surprises qu'on va avoir et on va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Donc en tout cas on voulait déjà vous faire un point au niveau du gros œuvre, et si on voit qu'il y a encore des choses à dire quand on aura fini la maison, on fera une petite vidéo. Puis c'était déjà bien assez long, on espère que déjà ça n'a pas été trop long, que c'était intéressant quand même pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, sauf si vous avez avancé pour venir jusqu'à maintenant, ça c'est pas bien. Mais on espère que ça vous sera utile, parce que franchement, nous on aurait aimé avoir tous ces retours d'expérience un peu plus personnels sur la motivation, les difficultés personnelles qu'on peut rencontrer en tant qu'autoconstructeur, parce qu'on trouve beaucoup d'infos sur la partie technique et tout ça, mais assez peu sur la difficulté à gérer en tant que personne, en tant qu'humain. C'est ça, trouver des réponses aux questions techniques, on en trouve même plus que ce qu'on a besoin, parce qu'après il faut faire des choix, mais trouver des réponses et surtout se rendre compte avant que l'organisation, la gestion du couple, de la motivation et tout ça
C'est un truc important, on le retrouve pas très souvent. Et en tout cas, il y a personne ou pas grand monde qui partage son expérience par rapport à ça. On trouve ça un peu dommage. Et bah voilà, du coup, on trouvait ça intéressant de faire la vidéo pour vous en parler. Et aussi, bah, si vous avez eu l'occasion de faire un gros chantier comme ça en autoconstruction, bah, n'hésitez pas si vous avez envie de partager ça avec nous dans les commentaires. Ou même ceux qui ont envie, vous pouvez nous envoyer pour faire un témoignage sur le blog. Ça peut être intéressant. Vous pouvez nous envoyer un mail et nous, on pourra le mettre sur le blog. Ça pourrait aider d'autres personnes à avoir d'autres visions parce que c'est un truc qui est aussi super personnel. Ouais. Autant les choix techniques, bon bah tout le monde va à peu près avoir les mêmes façons de résoudre les problèmes. Mais par contre la motivation, la façon de gérer son couple, bah ça va être très différent d'une personne à l'autre. Ça va dépendre si on travaille en plus, quel travail on a à côté, quelle souplesse on a, dans quel projet on se lance, quel âge on a aussi, ça a un impact hyper important. Donc voilà, bah n'hésitez pas à partager tous ces témoignages pour aider tous les autres futurs constructeurs, ça serait super chouette. Nous on vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va un petit peu compléter celle-là où on va vous montrer des journées type de notre façon de gérer nos multiples vies en une seule journée. On espère que ça vous aidera aussi à vous faire une idée de ce à quoi peut ressembler une journée d'autoconstructeur, même si c'est notre journée personnelle à nous et qu'un autre autoconstructeur aura pas la même, mais en tout cas c'est des vidéos qu'on a préparées depuis longtemps et qu'on est content de vous montrer, donc on espère que ça vous plaira. Et puis les semaines d'après, on continue sur des bilans, donc des vidéos encore assez longues avec beaucoup d'informations, donc plus en format podcast comme aujourd'hui, et la prochaine ça sera sur le budget, il y en a beaucoup qui l'attendent, on espère qu'elle vous plaira, on essaiera de faire un truc avec des petits schémas, des graphiques et tout ça pour que ça soit un peu plus visuel, et on espère vraiment que ça vous aidera, parce que c'est des vidéos qui sont assez compliquées à mettre en place, c'est beaucoup de préparation de notre côté, et aussi c'est beaucoup de galères avec le matériel pour filmer, parce que les piles des micros nous ont lâché en plein milieu de cet épisode, du coup il a fallu qu'on refasse toute une partie qu'on avait déjà fait, c'est pour ça qu'on a peut-être l'air un peu fatigué sur la dernière partie là, mais en tout cas on est très content de partager ça avec vous et on espère vraiment que ça vous aidera. Comme c'est un épisode qui est assez complet et que vous n'allez pas avoir envie de réécouter tout ça, si vous avez envie de réentendre l'information qui vous intéresse, on va vous mettre le plan qu'on avait là sur le blog, comme ça vous aurez tous les points importants qu'on a abordés dans cette vidéo pour garder en tête et y revenir plus facilement. Ouais c'est ça, si jamais vous vous lancez dans un projet d'autoconstruction, on trouve que ça peut être vraiment bien d'avoir tous ces points en tête, même si après il y a des trucs qui vont s'appliquer à vous, pas à vous, il y a des trucs que vous allez gérer facilement alors que nous on a plutôt galéré, mais avoir tout ça en tête et puis réfléchir, se dire tiens comment je vais pouvoir gérer ça si j'ai moins de motivation, comment je vais gérer l'approvisionnement, comment je vais gérer plein de choses comme ça peut être cool d'avoir la feuille quelque part dans son projet et puis de regarder de temps en temps et de réfléchir à ces questions là. Bon bah voilà, dites-nous en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant ou trop long ou chiant ou voilà, pour nous faire un retour aussi, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt les pingouins. J'ai pas mes cheveux qui dépassent bizarre là. Non. C'est bon la casquette? Ouais, c'est bon. Ok. Tous les artisans, tous les professionnels, ils ont quand même des couilles alors que ça fait... Oh, tu vois, t'es vulgaire. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce méga géniale pour gagner 100 000 € par mois. Bon, allez, c'est bon. Rien. Tu me saoules. Montez, il va être froid si on continue. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager. On remercie tous les tipeurs qui nous aident à améliorer les vidéos. Si vous aussi voulez soutenir la chaîne, on vous laisse aller voir la page Tipeee. Et si vous avez encore un peu de temps après tout ça, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre blog où on poste plein de photos du chantier et des infos complémentaires.